Bien, bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Le site qui s'efforce de démontrer que l'humanité a un sens, une orientation. Elle évolue progressivement vers son ultime perfection. On travaille tous à cette cause sans s'en rendre compte, sans le savoir. On construit le paradis pour nos futurs descendants. Et le paradis, c'est pour l'ensemble humain, c'est pas pour un petit groupe humain qui parviendrait à atteindre cet état pendant que le reste du monde serait à la porte de ce paradis. C'est impossible parce que la perfection dont je parle, c'est l'accession à l'extase, au bonheur suprême. Et dans l'extase, il n'y a plus de moyens de défense. Il n'y a plus de velléité, plus d'agressivité. Voilà, on est véritablement comme les ascètes en contemplation. Donc, il ne pourrait pas y avoir un groupe d'humains qui atteindrait cet état, et puis pendant que d'autres seraient dans la velléité voilà, dans la possibilité d'agresser ce groupe humain, évidemment, par exemple. C'est bien l'ensemble humain qui atteindra cet état. Voilà la théorie que je défends. Alors, je vais reprendre la lecture de cet ouvrage que j'ai trouvé hier. Voilà, je l'ai acheté dans une boutique. Et en fait, il date de 1966. C'est les cours de l'année 65-66, 1965-1966, par Paul-Émile Duroux, qui était professeur agrégé à la faculté de médecine de Lyon. Et il parle de l'évolutionnisme. Alors, comme d'habitude, je pratique comme ça. C'est la deuxième vidéo. Je lis et je découvre en même temps et je commente éventuellement. Alors là, j'ai attaqué la partie qu'il consacre à donc les philosophies de l'évolution. Il y a plusieurs chapitres. Les chapitres, ce sont comment c'est affirmer la réalité de l'évolution, les vertébrés, l'évolution vers l'homme, les étapes intermédiaires, les preuves de l'évolution, l'apparition du vivant, l'énergie psychique, l'humanisation de la pensée, les philosophies de l'évolution, les impératifs humains. Et donc, c'est le 7e chapitre, les philosophies de l'évolution. C'est celui-ci que j'ai décidé de lire et de travailler, sur lequel je voudrais travailler. Alors, c'est la deuxième vidéo. Je découvre en même temps et j'y vais. Donc, dans la première vidéo, il disait que Huxley, dans le livre Évolution in Action, en action, exprime une théorie qu'utiliseront Lecomte de Nouilly et Teilhard de Chardin plus tard, sur l'évolution. On sait que Teilhard de Chardin, Lecomte de Nouilly, je ne connais pas son travail, mais Teilhard de Chardin pensait l'évolution en termes d'alpha à oméga, une recherche d'accéder à l'oméga. C'est exactement ce que j'essaye de défendre sur la mécanique universelle. Il y a la différence, c'est que j'ai peut-être un peu plus d'accumulation de connaissances aujourd'hui, parce que simplement, il y a presque un siècle de différence. Donc en un siècle, on a accumulé des nouvelles connaissances. Mais sinon, le principe est le même. C'est la même réflexion. Donc j'y vais. Sir Julian Huxley, né en 1887, à 25 ans, publie son premier ouvrage, L'individu et le règne animal. Puis il enseigne aux États-Unis et en Angleterre, et en 1926, obtient la chaire de zoologie au King's College de Londres. Savant doublé d'un remarquable philosophe, excellent écrivain et grand voyageur, sa culture immense le fait élire à la présidence de l'UNESCO
de 1946 à 1948. Incroyable, ça je ne le savais pas. Julian Huxley, c'est pas Aldous Huxley. Huxley pense que l'homme n'est pas un phénomène isolé, coupé du reste de la nature. Non seulement il est fait de la même matière et animé de la même énergie que le reste du cosmos, et là c'est quelque chose, c'est quand même incroyable que cette connaissance qui était dans les années 65, donc il y a maintenant 70 ans, ne soit pas répandue de manière à ce que tout être humain, là, qui compose cette humanité, sache que nous sommes constitués de la même chose que le cosmos, que la création, que l'univers. Et donc, nous sommes constitués de la même chose qui a mis en œuvre cet univers. Et bien sûr que certains le savent, etc., mais on n'est pas... on n'a pas éduqué dans ce sens-là. Entre-temps, eh ben, il y a eu le marché, en fait, qui a amené une... Alors, il y a eu le marché des 30 Glorieuses, où c'était l'euphorie du confort, etc., qui se développait. En Occident, je parle. Et puis après, la prise en main de l'évolution par le marché à partir des années 80, la mondialisation. Et donc là, ils nous ont sorti le système, le marché, le système marchand nous a sorti l'esprit des réflexions métaphysiques, du pourquoi nous sommes là. Il fallait consommer, il fallait être... Il nous a agité le bocal, en réalité, il nous a surexcité, il nous a mis dans un état de stress permanent pour qu'on consomme, pour qu'on achète, pour qu'on consomme des choses pour se déstresser, de la télévision, des chanteurs, des films, des produits, de l'alcool, etc., etc. En fait, pour essayer de déstresser ce qui nous stressait. Et le système, il a très vite fait de nous stresser. Il suffit qu'il nous mette un peu la pression pour le boulot, pour qui nous enlève de la sécurité, et on est dans un état de stress. Et donc, on doit compenser par ce genre de choses. Voilà. Donc, on y va. Donc l'homme est animé de la même énergie que le reste du cosmos, mais il est lié par une continuité génétique à tous les autres habitants de sa planète. Bien sûr, on est, et ça c'est pareil, c'est quelque chose qui devrait être vraiment vulgarisé en fait, qu'on est dans la même continuité génétique, tous, noir, jaune, rouge, bleu, voilà, blanc. On est tous dans la continuité génétique d'une origine. Et là, il y a quelque chose qui se dit pas. C'est quand même curieux. Même à la limite, ils ont essayé de nous faire passer dans l'esprit qu'il y a les Homo sapiens et puis qu'il y a notre groupe, quoi. Et qu'en fait, on serait des groupes un peu distincts. Non, on est l'origine, même si on est distinct à un certain étage, à l'étage du dessus, on a les mêmes pères et mères en réalité. Les animaux, les plantes, les micro-organismes sont ses cousins de l'homme, ses cousins lointains, nés du même grand courant protoplasmique. Il estime qu'il y a eu progression de l'évolution. Huxley estime qu'il y a eu progression de l'évolution biologique, puisque le niveau supérieur de la vie a cru jusqu'au stade de l'homme. Donc pour lui, il y a évolution biologique. Maître de l'homme, maître du monde. Alors, il y a une évolution comme ça qui a fait que l'homme serait devenu le haut de l'évolution. C'est pas sûr du tout, peut-être, hein, je ne sais pas, peut-être, mais en même temps, les microbes sont
peuvent vaincre toute l'humanité en réalité. Il y a, voilà, il y a, sur un certain angle peut-être, mais en réalité c'est très secondaire. On a un autre rôle, on n'est pas supérieur, on n'est pas mieux que les autres espèces, on a un rôle bien particulier, celui d'amener la conscience à son paroxysme, celui de révéler la totalité de la création, comprendre la création, l'expliquer, pourquoi, je ne sais pas, pourquoi on est sorti du règne animal avec une conscience qui permet progressivement, avec une capacité cérébrale qui va permettre d'expliquer le monde. Pour quelle raison? Ça, nos descendants le sauront. Peut-être dans 3, 4, 5 siècles, ils auront compris pourquoi on s'est extrait des autres primates. Pour l'instant, on ne le sait pas. Mais en tout cas, c'est constatable, ça. Voilà. Personne ne peut nier, écrit-il, que de petits mammifères insignifiants ont existé et évolué pendant plus de 100 millions d'années, avant que ne se réalise l'organisation qui devait leur assurer une expansion explosive. Il a été de même pour le passage du mammifère à l'organisation psychosociale. Nos ancêtres simiesques, préhumains, n'ont jamais été très nombreux. Pour leur transformation en hommes, une série d'étapes était nécessaire. Descente des arbres, adoption de la station debout, agrandissement du cerveau, adoption d'habitudes carnivores, utilisation et fabrication d'outils, nouvel agrandissement du cerveau, découverte du feu, création du langage, élaboration d'outils et de rites. Il a fallu près d'un demi-million d'années pour parcourir ces différentes étapes, et il y a moins de 100 000 ans que l'homme a commencé de mériter le titre de type dominant. Cette dénomination n'est réellement totale que depuis 10 000 ans. Alors, bien sûr que si on se réfère à ce qui s'est passé, c'est clair qu'on a réussi à domestiquer, à dominer tous les autres types toutes les autres formes de vie. Évidemment, aujourd'hui, c'est contestable de le penser comme ça, même si c'était la logique de notre évolution. On ne pouvait pas faire autrement. Et on voit à quel point ça commet des erreurs d'arriver dans la toute-puissance, de se sentir comme maître et possesseur de la nature, comme le dit Descartes. Mais il a bien pris le soin de dire comme maître et possesseur de la nature. Donc ce comme, il est très important, il montre l'intelligence de Descartes. On y va. Alors son évolution de l'homme n'est plus seulement biologique, elle est psychosociale. Mais elle est plus que ça, elle est spirituelle selon moi. S'effectuant par le mécanisme de la tradition culturelle, se prolongeant de générations en générations par le langage, les formules et la mémoire et l'accumulation des connaissances. Chaque nouveau système idéologique se répand et domine un secteur important du monde, jusqu'à ce qu'une percée intellectuelle donne naissance à un nouveau système de pensée qui se substitue à l'ancien. C'est parce qu'il est doué de penser que l'homme est devenu l'agent responsable de l'évolution future de la planète. C'est incroyable. En 65, c'est écrit. Il n'est pas autre chose que l'évolution devenue consciente d'elle-même. Et il va instaurer l'homme dans le monde, l'humanisme scientifique. Espérons-le, l'humanisme scientifique. Nous verrons que cette théorie scientifique a été adoptée sans discussion par Lecomte de Nouilly et par Teilhard de Chardin. Elle est actuellement largement partagée par la majorité des préhistoriens, des zoologistes et des biologistes. Nous ne dirons rien de la métaphysique de Huxley, qui a beaucoup varié avec les années. La métaphysique de Huxley, ça serait intéressant qu'il en dise deux mots justement.
mais il ne va rien en dire. Il faudrait comprendre quelle était sa métaphysique et pourquoi elle a évolué au cours des années. Pour Lucien Queneau, 1866-1951, le seul rangement naturel que l'on puisse adopter en zoologie et en botanique se fonde sur la phylogénèse. D'où l'image du buisson ramifié reproduisant le mouvement évolutif. L'arbre, on le voit dans les illustrations, en partant d'une racine commune, nos cousins singes d'un côté, etc., l'homme et tout ça. Queneau ne pense pas que l'évolution ait pu être le résultat du hasard. La sélection naturelle opérant sur des variations fortuites n'a pu à elle seule créer cet organe, ces outils bien adaptés qui correspondent à des buts bien définis. L'évolution n'a pas été seulement régie par le déterminisme physico-chimique, mais guidée par une cause psychique, immanente au vivant, une pensée mystérieuse, une sorte d'intelligence qu'il appelle l'anti-hasard. C'est pas mal ça. Notre inquiétude métaphysique n'est pas une illusion vaine. Il faut ajouter cependant que Queneau reste dans le domaine d'une religiosité assez vaguement panthéiste. Voilà. Alors on ne sait pas quelle est la spiritualité de Paul-Émile Duroux qui écrit. On le saura peut-être en continuant à lire tout ça. Voilà l'idée. Donc, oui, le hasard, il n'existe pas selon moi. Il y a une sorte de programme qui orchestre tout ce principe. Voilà, je l'ai dit peut-être dans la vidéo précédente. En tout cas, on va essayer de développer tout cela. Là, on va continuer. Le chapitre 3 sera consacré à le conte de Nuit et peut-être aussi de Teilhard de Chardin. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Si vous pensez qu'il y a un peu d'intérêt à ce travail d'éclairage de notre sens, vous pouvez mettre des pouces, vous abonner, envoyer le lien à vos amis, établir le lien avec votre espace YouTube, donc mettre ces vidéos ou le lien de l'espace YouTube sur votre espace YouTube. Vous pouvez écrire des commentaires et vous pouvez aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net où je démontre toute cette théorie dont je parle. Voilà, je vous remercie en tout cas de votre écoute et je vous dis à très bientôt.